Marie-André, bonjour. Bienvenue à la Bonjour. Voix de l'Enégo numéro un. On est vraiment content de vous accueillir. Marie-André Petel a été enseignante au préscolaire primaire de 1959 à 2001. Après 41 ans d'enseignement, elle est aujourd'hui présidente de France-Québec. Elle affirme avoir été une militante syndicale tout au long de sa carrière, une fière représentante de la base. Marie-André, bienvenue. Pouvez-vous me décrire votre parcours d'enseignante en me précisant quelles étaient vos conditions de travail? Alors, j'ai commencé dans l'enseignement en 1959 en privé jusqu'en 65. En 65, je suis à l'ouverture des classes maternelles qu'on appelle préscolaires à travers le Québec. Et les conditions de travail au début, considération sur le plan euh, professionnel, on nous considère pas mal plus comme des gardiennes d'enfants que des formatrices et des gens qui veulent aider l'enfant qui est l'apprenant, apprendre à apprendre. Alors, on est obligé de nous valoriser en expliquant aux autres qui on est et l'importance du périscolaire. Et les premières années, nous enseignons qu'à demi-journée à un groupe et à demi-journée l'autre groupe, ce qui nous amène à avoir plus de 46 élèves par jour. Alors, déjà là, sur le plan nombre, c'est de connaître 46 jeunes et d'essayer de les faire évoluer chacun à son rythme. Donc, j'y vois déjà un problème de reconnaissance de la profession enseignante. Quelles étaient les principales lacunes qui nuisaient aux conditions, à l'exercice de votre métier? Bien, les lacunes, c'est que vraiment, sur le plan syndical, on ne sentait pas encore un vrai regroupement. Et c'est en 67 que là, on a eu le syndicat, la CEQ a pris naissance. Alors, cette corporation des enseignants pouvait venir demander à chacun d'entre nous ou dans des réunions ce qu'on attendait d'eux. Et puis, nous étions la base et ne peut pas avoir une CEQ s'il n'y a pas de militants. Alors, on était des personnes qui disions lors des réunions ce que nous attendions en tant que professionnels, en tant que nombre d'enfants, en tant qu'aide lorsqu'on avait des enfants qui avaient des difficultés, comme amener plus de spécialistes. Mais ça, c'est une lutte qui a duré de mon début jusqu'à la fin, quand je suis partie en 2000. On a toujours lutté. Si on luttait pas pour A, on luttait pour B. Alors, C'est très intéressant, c'est très intéressant. Comment ces lacunes se sont traduites dans des revendications syndicales plus larges, justement, et notamment dans celle de 71-72, la première ronde de négociation que vous avez vécue? ben là, on a dit là, il faut être plus fort, donc on a fait des grèves. Alors là encore, il y avait le groupe primaire et le groupe secondaire. Nous étions le préscolaire avec le primaire et le groupe secondaire. Puis le secondaire, les gens, je ne sais pas, peut-être par amitié, ils étaient beaucoup plus solides comme revendicateurs. Nous, on avait de la difficulté à avoir l'ensemble des gens du primaire. Alors, on a fait parfois des grèves où on était à la porte de l'école et on voyait des enseignantes entrer. Mais lorsque la convention collective était signée, elles obtenaient les mêmes choses que nous, au point de vue salaire, au point de vue conditions de travail. Alors, cette collectif était parfois heurtant. Je comprends tout à fait, c'est très intéressant. Justement, à ce moment-là, je rappelle aux auditeurs qu'il y a 210 000 employés à ce moment-là qui sont descendus dans la rue, que grève générale est limitée. Donc on avait déjà CSN, FTQ, CEQ, et justement suite à une mesure du gouvernement libéral de Robert Bourassa. Comment vous avez vécu ces moments-là? Qu'est-ce qui se disait dans les réunions, dans les AG? Il disait qu'il fallait pas lâcher, il fallait se tenir. Et nous avions nos trois grands chefs qui, eux, étaient d'une grande solidité. Et
ils ont été tellement solides qu'on a dû les emprisonner. Oui, on s'en souvient. Alors, ces gens-là revendiquaient. On a fini quand même par régler notre convention collective. On n'a pas tout obtenu, mais à travers l'histoire, c'est toujours la même chose. Les gens disent, bah, c'est plus nécessaire parce que, bon, regardez, vous êtes rendus, mais c'est faux. On est toujours à revendiquer. Les femmes, dans le milieu de l'enseignement, on était très nombreuses. Alors, on avait à revendiquer travail-famille, on avait à revendiquer l'équité salariale, on avait à revendiquer les garderies, on avait à revendiquer tout ce qui était stéréotype féminin. Fait qu'on passait notre temps à vouloir obtenir une place qui est la nôtre, de la femme. Une des revendications à ce moment-là, c'était le fameux 100 $, le salaire minimum dans la fonction publique par semaine. Oui. Moi, quand j'ai commencé en 65, je gagnais par année 2800 $. Et en 1968, lorsque tout a été organisé, on a monté mon salaire à 4200 $. C'est sûr que pour l'époque, quand on dit 4200, on dit bah, c'est quand même bien. Mais par rapport aux travailleurs en privé, on n'était pas payé avec le temps qu'on allouait au travail. Parce que quand tu es enseignante, on avait 23h30 par semaine, mais les 23h30 ne calculaient pas le temps qu'on donnait pour la préparation de classe et tout ça. Alors, c'était assez compliqué. C'était journalièrement qu'on avait quelque chose à dire. Ah, c'est très intéressant. On voit des similitudes avec les conflits actuels, hein, vous savez. Oh, ça ne finit jamais. Vous avez évoqué tout à l'heure justement le syndicalisme actuellement. On sait qu'aujourd'hui, justement, les syndicats ont contribué à améliorer considérablement nos conditions de travail. Pour le dire simplement, en fait, hein, vos revendications d'hier sont aujourd'hui enchâssées dans nos conventions collectives. Avec votre expérience de militante, comment vous voyez justement le syndicalisme aujourd'hui avec un historique que vous avez compris? C'est de vraiment comprendre quand tu es travailleur ou quand tu es enseignant, quand tu es professionnel, que le syndicat est pertinent. Parce que si tu n'as pas de syndicat pour te défendre, il y aura toujours l'abus du patron. Que ça soit un patron d'une grande ouverture, que ça soit un patron de fermeture, il y aura toujours à revendiquer parce que on ne défend pas la même chose. Nous, on défend la condition la meilleure pour la qualité de vie que l'on veut donner aux êtres qui sont sur notre route. Et eux, les patrons, souvent, et spécialement en privé, c'est pour faire plus d'argent. Alors, nous, on joue avec l'humain, puis eux, ils jouent avec les profits. Alors, le syndicat, dans l'ensemble du monde, il faut qu'il demeure. Et on sent actuellement que les jeunes, ils croient, mais ils ont besoin de se le faire dire. Alors, moi, je suis contente de leur dire aujourd'hui. Et vous m'évoquez justement au téléphone que le printemps, hein, vous avez beaucoup marqué, hein, le printemps des étudiants en 2012. Ça m'a donné l'espoir. Ça m'a donné l'espoir et dans notre comté, on a Martine Desjardins qui se présente et je suis fort heureuse d'aider cette dame parce que j'ai trouvé, à travers ces jeunes, la fermeté et la solidité de leurs demandes. Et je trouve que ça l'a réveillé un peu parce que je regarde à un moment donné, moi j'ai des petits-fils et puis je suis allée à Montréal et j'ai fait avec eux la marche des chaudrons, là, le tam-tam, parce que moi je partais pas pour aller faire ça, c'est mes petits-fils qui m'ont sorti les chaudrons puis ils ont dit « Grand-maman, tu viens avec nous ». Comme prof du préscolaire pendant tant d'années, j'avais presque tous les enfants de la rue qui me suivaient. Et j'avais un vieux pépé de 92 ans qui revendiquait avec nous et qui disait « Il faut être ensemble ».
Moi, je pense que revendiquer, c'est pas revendiquer dans la colère, c'est il faut être solidaire. Puis tant qu'on ne comprendra pas ça, le peuple québécois, on va passer à côté. Alors, c'est dans tout. Alors, voilà pourquoi le syndicat, pour moi, il a amélioré les conditions de travail, il m'a fait obtenir des hausses de salaire, puis il m'a garanti aussi une sécurité d'emploi. Aujourd'hui, ça, les jeunes, ils semblent peut-être moins intéressés à une sécurité d'emploi parce qu'ils aiment le changement. Mais pour moi, ça a été quelque chose de sûr et ça m'a permis d'exercer en France, en Suisse et de faire dans bien des pays, aller voir comment se faisait l'enseignement. Ouais, je vous rassure, on peut aimer le changement et aussi la sécurité d'emploi. Hein. Bon, ben, tant mieux. Dans notre contexte, justement, et à la veille des prochaines négos, en mars 2015, on retourne en négo, que transmettriez-vous aux membres d'aujourd'hui? Ben, moi, je leur transmettrais qu'il faut toujours qu'ils fassent attention parce que les lois spéciales ne sont pas enlevées des conditions gouvernement-travailleur. Alors, s'ils ne veulent pas avoir de loi spéciale, il faut qu'ils se réunissent ensemble et ensemble, en solidarité, qui revendiquent qu'est-ce qu'ils attendent d'eux et qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner pour. Alors ça, c'est important parce que c'est leur condition de vie dans le quotidien et des enfants dans le futur, parce que ces enfants qu'on met au monde auront eux aussi à cheminer. Alors, il faut absolument que les jeunes enseignants voient la pertinence d'un syndicat. On ne meurt pas, le syndicat. On est de longue vie. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Marie-André Pétel. C'était vraiment enrichissant. Il est maintenant temps de conclure. J'aimerais vous demander, à la lumière du passé, de vos expériences, pouvez-vous, en une phrase, nous dire en quoi la mobilisation de chacun des membres est essentielle à l'avenir de notre métier, de nos conditions de travail, en regardant la caméra? Ben moi, je dis qu'ensemble, on est plus fort et collectivement, on peut obtenir. Alors, le message est donnons-nous la main. Et ce n'est pas quétaine de dire ça. C'est quelque chose de très fort. Merci beaucoup, Marie-André Pétel.